Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, nous discutons du message d'alerte de Boni Yayi à l'endroit de la communauté internationale. L'ancien président de la République, devenu président du plus important parti de l'opposition au Bénin actuellement, a publié sur sa page la semaine écoulée à l'attention de la communauté internationale une adresse au sujet des conditions actuelles de préparation des élections générales de 2026. Nous allons examiner ces observations. La rubrique économie sera au téléphone aujourd'hui. Jacques Degbé va nous parler de la filière coton, des chiffres pas très encourageants au sujet des performances dernières de la filière cette année. Nous allons suivre un acteur important du secteur pour les causes de cette baisse de forme de la filière coton au Bénin. Bienvenue. C'est le premier rendez-vous donc sur Actu Matin, la une des journaux. On va ouvrir avec fraternité. Stanislas Roncanli espère en décentralisation sur la réforme de la gouvernance locale. Certains SE, secrétaires exécutifs, vous entendez, n'ont pas su faire le jeu et rester conformes à l'esprit de la loi. Étude du projet de loi des finances exercice 2024. La société civile reçue par la commission budgétaire éliminatoire Coupe du Monde 2026. Afrique du Sud, Bénin, les Guépards peaufinent leur stratégie. Et puis économie sociale et solidaire au Bénin, plaidoyer de l'envol et des acteurs de l'USS pour un ancrage juridique. Là, nous passons maintenant à notre quotidien. Nous sommes avec La Nation, celui du service public. Projet de loi de finances 2024. Les dépenses sociales prioritaires entamées à 181,1 milliards de francs CFA. Le plaidoyer de la société civile. L'autre quotidien, participation active au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, un nouvel axe de grandes opportunités pour le Bénin, le Télégramme. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 2539 victimes d'arnaque au Bénin et 772 victimes à l'étranger. Quelques soucis ce matin pour vous afficher la une des journaux. Nous allons passer maintenant à Matélir. Il me semble que c'est revenu. Empêcher l'exportation des produits agricoles. Les rencontres non servies à rien, constate donc le journal. Les rencontres appliquer le juste prix, la seule option proposée par le journal et qui reste donc selon son avis. Nord-Sud quotidien cybercriminalité, les préjudices grimpent à 2,1 milliards de francs CFA. La boussole, abandon du centre de promotion artisanale de Cotonou. Le CPA cite des trafiquants et consommateurs de stupéfiants. Le journal est descendu sur les lieux avec des photos en illustration ce matin pour son article. On va passer maintenant à Le Soleil Bénin Info, visite des chantiers de construction des infrastructures inscrites dans le PAG. Le constat du ministre Didier Tonato. Nous sommes maintenant avec les 4 vérités attendues hier devant la commission des lois pour étude de la loi des finances 2024. Les syndicalistes boycottent l'invitation du Parlement. Et puis, passation de charge à la direction générale des douanes. Alain Kati a cédé le témoin à Adidjatou Hassan Zalouvi. Le Béninois libéré, lancement des deuxièmes journées béninoises d'épilepsie, réussir l'insertion socio-professionnelle par la démystification de cette maladie. Décryptage info, troisième trimestre 2023, hausse de 28% des investissements en capital risque en Afrique. Le matinal, audience publique de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les syndicats boycottent la séance, précisons à la page 11. Ansel Amoussou, le secrétaire général de la CSA Bénin, dit on est carrément dans le mépris, dit-il, à l'adresse donc du Parlement. Gérard Benochi, qui est président de la commission des finances. Les centrales syndicales sont dans leur logique. Chacun donc
dans son petit coin. Allez, les 4 vérités attendues, pardon, hein. Retournons à la une de Fraternité, ce serait mieux d'ailleurs parce que les 4 de vérité c'est déjà passé par ici. Stanislas Rokari espère en décentralisation sur la réforme de la gouvernance locale. Certains SE, entendez secrétaire exécutif, n'ont pas su faire le jeu et rester conformes à l'esprit de la loi. Étude du projet de loi de finances exercice 2024, la société civile a été reçue par la commission budgétaire éliminatoire Coupe du Monde 2026, Afrique du Sud, Bénin, les Guépards peaufinent leur stratégie à Durban, économie sociale et solidaire au Bénin, le plaidoyer de l'envol et des acteurs de l'ESS pour un ancrage juridique. Ainsi donc, hein, la une des quotidiens ce matin, avec les informations qui vous sont proposées, on va aller à l'intérieur de Fraternité avec cette manchette qui donne la parole à Stanislas Onkani, qui est spécialiste en gouvernance décentralisée. Il jette son regard sur l'état actuel de la réforme au niveau donc de la gouvernance locale avec l'introduction d'un nouvel acteur depuis lors. Il s'agit du secrétaire exécutif au niveau des communes et des municipalités. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas jusque-là? Premier diagnostic posé par le technicien, certains SE n'ont pas su faire le jeu et rester conformes à l'esprit de la loi. La souffre donc dans les mains des acteurs de la gouvernance locale. Acheter Fraternité, lisez à la page 3. Tous les détails sont à retrouver dans l'interview accordée par l'homme qui est en service à la CNCB. À la page 10 de Fraternité ce matin, vous avez, je dois dire, l'interactualité avec le Mali et cette grosse information. Il y a que Kidal est désormais aux mains des forces loyales, notamment l'armée malienne. Comment ça s'est passé pour qu'en 2 ans, la ville qui était le symbole même, je dois dire, de la rébellion Touareg dans le nord ait pu quand même tomber dans l'escarcelle de l'armée nationale, alors même que les rebelles ont pu occuper ce bout de territoire pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Acheter Fraternité. Lisez aussi au sujet de nos guépards qui sont actuellement en préparation pour affronter l'Afrique du Sud samedi prochain et le Lesotho le mardi prochain. C'est dans le cadre, je dois dire, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en attendant samedi et mardi? Fraternité vous propose quelques détails à la page 8. Nous ne sommes pas encore à Sport Matin ce matin, mais informez-vous déjà avec le quotidien parce que Sport Matin ce sera tout à l'heure quand vous aurez suivi le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy déjà installé. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. On va retourner à Monrovia puisqu'on y était hier matin avec nos reporters spéciaux là-bas pour constater l'ambiance qu'il y a eu dans les urnes puisque le pays était appelé à élire le prochain président de la République. Il y a eu grande mobilisation, nous disent nos reporters. Près de 2,5 millions de citoyens sont passés pour élire le prochain président de la République. Les citoyens ont voté dans le calme sous le regard de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. On fera le constat. Et puis ouverture ce mardi de la première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Les parties prenantes ont analysé les différents progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants au Bénin. Plusieurs autres sujets sont prévus sur les 3 jours d'activité à venir. Voici le bulletin de l'information. Les chiffres sont quelque peu précis. Près de 2,5 millions de citoyens du Libéria étaient hier aux urnes. On était donc mardi 14 novembre 2023. C'est pour élire le prochain président de la République, départagé entre le sortant et l'autre Boakai. Dans la course donc, il y avait, comme je l'ai dit, le président sortant, le candidat principal de l'opposition. Certains citoyens ont accompli leur devoir dans le calme sous le regard de la mission d'observation électorale de la CEDEAO présente dans le pays depuis une dizaine de jours. Le point. Après un score serré entre les 2 premiers candidats ayant franchi le premier tour,
C'est ce mardi 14 novembre 2023 que le peuple libérien est appelé à départager les deux prétendants au fauteuil présidentiel. George Weah, candidat à sa propre succession et leader du parti Coalition pour le changement démocratique, et Joseph Boakai, ancien vice-président et président du parti de l'Unité. Le vote a effectivement démarré avec une forte mobilisation des électeurs qui accomplissent leur devoir civique dans le calme et la discipline avec l'espoir que leur quotidien s'améliore dans les mois et années à venir. My prediction or my thinking for the future president of this country should be president that have the ability to develop the country and to build human resources. That's all. Other than that, I can't vote you. So that's all. That's my thinking about this vote. Somebody who believes in development and somebody who believes to build human resources. Toutes les phases de ce scrutin présidentiel sont suivies par la commission de la CEDEAO à travers ses observateurs déployés dans le pays. Ils ont pour tâche de suivre le déroulement des opérations de vote et s'assurer de sa transparence et sa sincérité. À Monrovia, dans la capitale, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité et leur délégation ont fait le tour de quelques bureaux de vote. Les premiers éléments d'appréciation rassurent pour la suite du processus. We have observed the commencement of polls, and we've also gone round now to another polling station and observed the process ongoing. I think in general it's commenced very well. On time, and the polling station officials appear to be doing their job properly. L'issue de ce match retour entre l'ancien footballeur international et l'ancien vice-président, comme l'affiche de 2017 est incertaine, mais faut-il le rappeler, les candidats arrivés en 3e et 4e position au premier tour ont appelé leurs militants à voter pour l'opposant Joseph Boakai. Mais ce ralliement peut-il peser dans la balance? Le dernier mot revient au peuple libérien qui est en train d'opérer son choix dans les urnes. Idrissa Boukari, depuis Monrovia. Retour à Cotonou pour parler d'autres actualités, notamment nationales, avec le comité directeur national de lutte contre le travail des enfants qui a ouvert hier, Teddy Goudalo, sa première session au titre de l'année 2023. Tanguy Agoï, il s'agit pour les parties prenantes d'analyser les différents progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants au Bénin. Plusieurs autres sujets sont prévus pour meubler les 3 jours d'activité qui devront aboutir à des solutions idoines pouvant contribuer à l'éradication de ce fléau en République du Bénin. Ingrid Der et Moufid Sabouran nous donnent les détails. Où en est le Bénin dans sa lutte contre le travail des enfants à 2 ans de l'échéance qu'il s'est fixée avec la communauté internationale pour éradiquer le phénomène? La question fait l'objet d'examen à cette première session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2023. Il est question pour ces acteurs de passer au peigne fin les différents progrès réalisés en la matière afin de se projeter dans l'avenir. En préparant ce mot, nous nous sommes interrogés sur les initiatives prises et qui sont en faveur de la protection des enfants. Notre réflexion nous amène à faire quelques suggestions à votre autorité pour plus de visibilité de l'apport de tout un chacun. Nous suggérons à l'avenir qu'à l'occasion des sessions, l'on invite un acteur, entreprise, ONG, ministère ou autre, à partager avec nous leurs bonnes pratiques en la matière, à témoigner de leurs initiatives et à être, dans leur milieu professionnel, des porte-flambeaux de nos efforts collectifs. Cette première session a mobilisé autour du comité directeur national tous les acteurs à divers niveaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Sont inscrits à l'ordre du jour 6 points à explorer.
s'agit de la présentation et l'adoption du rapport de la session au titre de l'année 2022, la présentation des résultats de l'étude sur le travail des enfants dans les mines et carrières en République du Bénin, avec la présentation du bilan de la campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Vu le caractère encourageant des résultats obtenus en matière de la lutte contre le travail des enfants au cours des 10 dernières années, le taux de prévalence nationale étant passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, selon les résultats de l'enquête mixte de 2022, le Bénin nourrit l'espoir de se faire compter parmi les nations qui gagneront le pari de 2025. Je me dois de vous féliciter pour les efforts inlassables fournis par vos diverses structures et qui ont conduit à ces résultats encourageants. Cependant, il me plaît de vous rappeler que nous nous situons à 24 mois seulement de l'échéance fatidique de 2025. Vu l'urgence et l'ampleur des actions à entreprendre pour relever ce défi, il est nécessaire de changer dès maintenant de paradigme dans la stratégie de lutte pour venir à bout des dernières poches de résistance. Et pour y arriver, il est attendu de ces assises des propositions d'action idoines pour mieux faire face aux difficultés qui entravent la lutte contre le travail des enfants au Bénin. L'Agence nationale d'identification des personnes innove en instituant des unités communales d'identification dans les communes à travers les différents arrondissements. L'objectif est de rapprocher les services des usagers. Lundi dernier à Alada, les agents devant assurer celle de la commune d'Abomey-Calavi ont été installés. C'était à la préfecture de la commune du département de l'Atlantique. Clément Achadé nous donne les détails. Dans sa quête permanente d'être plus proche des populations et usagers clients, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP installe ses unités dans les arrondissements d'Abomey-Calavi. Avant le démarrage des activités, la direction générale de l'institution procède à l'installation des agents formés pour la circonstance et qui auront la charge d'enrôler les populations de la cité d'Octoire, Abomey-Calavi. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui de savoir que tout à l'heure, tous les autres arrondissements seront pourvus d'unités communales d'identification des personnes. Je saisis cette opportunité pour remercier le gouvernement qui a vu juste avoir pris cette initiative qui aujourd'hui permet aux citoyens d'avoir facilement les différents actes. Je suis particulièrement heureux de constater qu'après les villes à statut particulier de Parakou et de Porto-Novo, tous les arrondissements d'Abomey-Calavi entrent dans la plénitude de leurs prérogatives pour le bonheur des populations en matière d'identification des personnes. Désormais, elles peuvent bénéficier de tous les services d'identification sans parcourir de longues distances. Cette innovation de l'ANIP répond aux besoins des citoyens de la ville d'Abomey-Calavi qui attendaient cette opportunité, ont précisé les autorités préfectorales pour qui cette déconcentration vient à point nommé. Une avancée notable que l'ANIP entend implémenter dans les autres collectivités locales. Et nous allons poursuivre davantage certainement dans les tout prochains jours au niveau d'autres communes à l'intérieur du pays pour que la population puisse davantage être satisfaite des prestations offertes par l'ANIP. Et de même, nous mettrons en ligne beaucoup plus facilement des applications pour permettre à la population qui ne peut pas se déplacer facilement d'obtenir les différentes pièces de l'ANIP en ligne également. Les plaintes des populations béninoises en général et de celles des communes à forte densité comme Abomey-Calavi en particulier induisent la nécessité d'étendre nos services à la base afin de mieux les éclairer et de mieux les servir. C'est pourquoi, en installant ce jour les membres des unités communales d'identification des personnes, j'ai la conviction que les questions
d'identification seront mieux adressées et convenablement prises en charge par les UCIP d'Abomey-Calavi. Les unités communales pour l'identification des personnes dans les 9 arrondissements de la municipalité d'Abomey-Calavi sont désormais opérationnelles. Ainsi, les populations peuvent bénéficier de toutes les prestations de l'Agence nationale d'identification des personnes. Mesdames et messieurs, dans le cadre de son programme de lotissement et suite à la décision du conseil communal, le maire de la commune de Dangbo, Maodo Djossou, a procédé en début de semaine dans l'arrondissement de Khosi au lancement des travaux d'ouverture de voies. Cette activité vise à améliorer le cadre de vie des populations. Voici le compte rendu de Hugues Vingbe, présenté par Florence Bossa. C'est un jour peu ordinaire ici dans l'arrondissement de Ozin, dans la commune de Dangbo. Autorités locales et bulldozers sont sur le terrain. Cependant, loin d'être entreprise dans le cadre d'une opération de déguerpissement, cette mobilisation est motivée par la volonté de mettre en œuvre le programme de lotissement de la commune. Nous avons retenu de réaliser 26 km, d'abord pour la première tranche. Ces 26 km sont répartis sur tous les arrondissements, sur tous les lotissements de Dangbo. Nous attendions ça là, maintenant il y a un peu longtemps. Et que quand au conseil nous avions décidé de l'ouverture, de quelques ouvertures de 15 mètres là, de 15 à 20, on a décidé de le faire pour rendre un peu accessible la population. Satisfaits de cette initiative, les administrés estiment qu'elle contribuerait au développement de leur arrondissement. C'est une très bonne chose, car il n'y a pas de développement sans la route. Cela va permettre également l'installation de poteaux électriques dans notre quartier. Je suis très content que Dieu bénisse les autorités, car elles travaillent pour nous et pour nos enfants. Je me réjouis de cette initiative. Avant, on n'arrivait pas à vendre des parcelles ici parce que les acheteurs estimaient que notre village est enclavé. Je suis contente de voir le bulldozer opérer. Tous les arrondissements de la commune de Dangbo sont concernés par ce programme de lotissement. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce matin. Je vous retrouve lundi prochain, si Dieu nous prête vie. Tanguy Agoy. Bonne journée, Teddy Goudalo. Merci. Demain, ce sera à votre place, Ingrid Day, pour la présentation du bulletin de l'information. Vous avez fini le service à la nation sur Actu Matin ici cette semaine. Bonne Bien journée, évidemment. prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, voici les sports ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Un menu pluridisciplinaire. On va commencer déjà par le football avec ces images de Adjidja FC. Non, image de handball Tanguy. De handball, on y va, oui. On va commencer donc avec ces images Oui. de Adjidja FC. Adjidja qui est champion en titre de la Ligue professionnelle du Bénin était donc en compétition lors de la deuxième journée de la phase des playoffs de la compétition du championnat. Bien entendu, sur les images, vous allez voir Adjidja affronter Aspac, rencontre que l'équipe des forces armées béninoises a remporté à l'issue d'une explication âprement disputée, alors que ce sont les portiers qui ont ouvert le score. Vous le voyez bien entendu sur ces images. Adjidja habillé dans son maillot traditionnel vert face à l'équipe de Port
d'Aspac, pardon, du Porto-Novo de Cotonou, qui est en maillot jaune et blanc à l'arrivée. Donc, ce sont l'équipe des forces armées qui se sont imposées sur le score de 25-16. L'ouverture du score sur vos images, comme vous le voyez, par l'équipe des portuaires. Mais l'égalisation va suivre automatiquement. Et donc, les forces armées béninoises vont finir par s'imposer. On fait le point de tous les résultats de cette deuxième journée des rencontres donc disputées hier au niveau de cette compétition. En dehors de la victoire de Adjidja 25-17 face à Aspac, Azo Model s'incline face à Buff 19-29. Au niveau des dames, il faut noter la victoire de Flowers 24-44 face à Flambeau. Et puis Aspac, au niveau des dames, s'impose face à Azo Model 30-15. La suite, ce sera aujourd'hui avec les rencontres de la troisième journée Tanguy. Parlant donc de compétition, nous allons aborder donc la discipline que l'on appelle aviron, et donc la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et de pédalo organisée samedi dernier. La deuxième édition du Challenge Trophée à Clochot. Il s'agit d'une compétition de course sur l'eau avec des pirogues traditionnelles. Vous les voyez sur vos écrans. Après Cotonou l'année dernière, c'est Porto-Novo qui a abrité les manifestations de ce deuxième numéro d'Aclochot. Les athlètes venus de différentes régions se sont retrouvés dans l'enceinte de la douane de Maria Tokpa pour concourir. C'est bien entendu à Porto-Novo. Cette course de pirogue est l'innovation qu'apporte le bureau exécutif de la Fédération béninoise d'aviron, dirigé par David Badamassi, afin d'intéresser la jeunesse béninoise à ce sport au vu des réalités qui sont bien entendu les nôtres. Alors, que retenir de cette deuxième édition? Voici les explications des organisateurs. Pour la première édition, nous avons enregistré 6 clubs. Mais pour cette édition, nous avons enregistré 9 clubs. Ceci voudra dire que les gens sont intéressés par les activités, la course de pirogue que nous organisons. Donc les gens se sont donnés à fond dans la pratique de course de pirogue et nous avons vu que si on se donne les moyens dans cette activité, la course de pirogue va rehausser un peu la fédération d'aviron. Nous avons fait ça à Cotonou et je crois que ceux qui étaient présents, ils ont vraiment apprécié. Et nous avons décidé d'organiser la deuxième édition à Porto-Novo pour pouvoir montrer aux gens que pour la course de pirogue, ce n'est pas seulement à Cotonou, ni Gambier, ni autre là, donc c'est un peu partout au Bénin. La compétition a eu lieu dans 2 catégories aussi bien chez les hommes qu'au niveau des dames. Il s'agit des groupes de 15 à 18 ans, c'est ceux de 19 à 25 ans à la suite donc des différentes courses. C'est l'équipe de Gambier qui rafle la plupart des trophées. Ce sont des médailles, des attestations de participation. Vous allez voir sur les images, bien entendu, la présence des responsables là, c'est les images de course Tanguy pour cette compétition. Et donc il y avait aussi pour la cérémonie de remise des médailles la présence des responsables d'autres fédérations, à l'image Ali Yaro, toujours disponible pour les autres. Suivant à présent les responsables chargés d'Aclochot à la Fédération béninoise d'aviron. Il sera suivi donc de la responsable chargée de la jante féminine. Si vous attendez bien, Gambier 1, Gambier 2, c'est qu'ils sont sur l'eau à tout moment. Et leur activité, rien que la pirogue. Pour se déplacer, pour aller acheter même, c'est avec la pirogue. Et même entre eux-mêmes, bon, s'ils quittent la pêche là, ils s'entraînent eux-mêmes. Au retour de la pêche, c'est comme entre eux-mêmes là, ils font la course de pirogue. À voir qui c'est la première ainsi de suite. Donc comme ça, ils sont habitués et c'est la raison pour laquelle ils ont rapporté les trophées. On va féliciter d'abord ces jeunes filles qui se sont mises à l'œuvre. Et puis par la fin, on a vu les résultats. Elles ne sont pas restées derrière. On a eu de bonnes performances. Donc on va les encourager à continuer dans ce sens. Ce type de sport n'est pas négligé et on encourage la jeune génération à y venir, à découvrir d'abord ce que c'est que l'aviron, à s'y donner. On compte sur eux pour avoir des performances probantes pour que d'ici à là, les meilleurs soient au Bénin. Allez, on fait le point de ce Challenge Trophée à Clochot Porto-Novo 2023. Au niveau des juniors hommes, c'est Gambier qui remporte Gambier 1 avec donc Alain Honoukan et puis Honga Marcel
Voici les deux qui ont remporté donc le premier titre, suivi donc de Ganvier 2, Gilles Christ et Arwandjino et Somerwe David au niveau donc troisième place occupée donc par Blaise et Marcel au niveau donc de la troisième place. Chez les juniors dames, il y a Judith et Christiane qui remportent la première place. Elles sont venues de Ganvier 2. Ganvier 2 également s'installe au niveau de la deuxième position. Et puis les athlètes d'Aguégué remportent la troisième place de cette étape. Chez les seniors hommes, il y a Jérémy et Israël qui remportent la première place, venue donc de Ganvier 2, Porto Novo. L'équipe de Porto Novo s'impose en deuxième place, et puis Ganvier 1 avec ses athlètes Doton et Jacques qui s'imposent chez les seniors hommes et qui occupent la troisième place. Au niveau des dames, il y a donc Fidèle et Rennes qui remportent la première place provenant de Ganvier 1. Vous constatez bien entendu que c'est Ganvier qui s'impose, que ce soit de Ganvier 1 ou de Ganvier 2 qui s'impose au tableau du classement général. On change de discipline pour parler maintenant badminton. Le projet sport féminin est désormais au niveau de cette discipline pour la deuxième phase. Le ministère des Sports et son partenaire, l'ambassade de France au Bénin, prennent en compte l'une des disciplines qui s'illustrent sur l'échiquier continental et mondial. Le programme au niveau de badminton s'étend du 11 au 3 décembre 2023 avec pour thème le badminton comme sport de prédilection de la gente féminine au 229. La première étape vient d'être bouclée avec la formation des femmes officielles techniques. Suivez ici le président de la Fédération béninoise de badminton qui revient sur l'intérêt de cette formation. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces 2 jours de formation qui ont été un succès, d'autant plus que nos attentes ont été comblées. Les participants ont appris de nouvelles choses et elles sont outillées maintenant pour servir désormais la Fédération béninoise de badminton pour gérer avec nous l'organisation de nos différentes compétitions sur le plan national et même sur le plan international, puisque nous organisons des internationaux et des compétitions de la Confédération. Elles seront utiles pour nous dans ce système. Elles sont au total 10 femmes à prendre part à cette formation de 48 heures conduite par Salomon Novignon, juge arbitre de la Fédération béninoise de badminton et arbitre de la Confédération africaine de badminton. Vous le voyez en rouge sur vos images. Elles ont appris les lois de la pratique de la discipline et se sont aussi essayées à la mise en œuvre. Je vous propose ici un extrait de quelques participantes à la fin de leur formation. Et ensuite, je trouve tellement passionnant ou belle cette initiative. Parce que penser aux femmes ou penser à initier des femmes dans des trucs purement masculins, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment plus que fière de faire partie de ce projet-là. Parce que tout le staff nous a bien accueillis avec les matériels et la formation dont nous avons besoin, puisque nous sommes déjà intéressés par cette discipline qu'est le badminton et nous en sommes fiers. Et comme je vous le disais, le choix de la Fédération béninoise de badminton pour le SAF 2, le SAF entendez bien entendu, le projet sport féminin n'est pas un hasard, c'est justement pour couronner les efforts du bureau dirigeant que le projet de sport féminin se déporte désormais vers le badminton. Voici pour vous plus d'explications. Aujourd'hui, dans le sport en général, je peux vous confirmer que les femmes font la gloire du sport béninois au niveau international. Et en ce qui concerne particulièrement le badminton, nous avons connu des jours de gloire. La première médaille internationale remportée dans cette discipline a été l'œuvre de Madame Arisa Zena qui l'a remportée en 2016 lors des internationaux de la Côte d'Ivoire. Et partant de cela, il n'y a que eu des succès, il n'y a que eu du rayonnement international, notamment la dernière en date les Jeux africains de plage où sur 4 médailles, 3 des filles ont remporté ces médailles que je tiens à vous demander de les applaudir. Déjà, nous avons vu que la Fédération de badminton essaye de beaucoup faire sur le terrain pour la promotion de cette discipline et pour la promotion du sport en général. Et de manière particulière, la Fédération de badminton travaille avec les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de toutes les fédérations et ce qui a encouragé d'ailleurs parce qu'aujourd'hui,
l'émergence de la gente féminine dans le domaine sportif est un atout très très important pour le pays et pour le développement du sport dans le pays et sur le plan continental. Allez, on passe au sport roi à présent. Tanguy, vous annonciez hier donc les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 demain aujourd'hui à l'affiche 4 matchs dont une explication du groupe C, le groupe où évoluera bien sûr les Guépards du Bénin. Sur ce tableau que nous proposons ce matin, vous allez voir les différentes rencontres de cette première journée des éliminatoires du Mondial 2026. La Guinée affrontera à partir de 14h. La Guinée équatoriale, bien entendu, pour être précis, affrontera donc la Namibie à partir de 14h. Le Rwanda qui évoluera donc affrontera le Zimbabwe. Là, on est au niveau du groupe C, le groupe du Bénin. La République démocratique du Congo accueillera de son côté la Mauritanie et pour finir, l'Éthiopie sera l'adversaire à jouer de la Sierra Leone à partir de 17h. Voici donc les rencontres prévues pour ce jour. Pour ce qui concerne nos Guépards, ils entreront en liste samedi prochain, donc le 18 novembre, face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. La Mésovaire a déjà démarré en Afrique du Sud, dans la ville côtière de Durban. Mais en attendant le grand jour, nous vous présentons les dernières prestations de nos internationaux qui évoluent hors du pays. Voici Écho des Guépards, présenté par Candide Roumentor. Un week-end plus ou moins timide pour les internationaux béninois avec leurs clubs respectifs. On démarre ce tour d'horizon dans les Agones, notamment en Ligue de BKT, où la 14e journée s'est déroulée ce week-end. À cette occasion, les tangos trébuchent pendant que Jordan Adeoti fait son retour en championnat. Le Stade Lavallois et son Guépard se sont lourdement inclinés à domicile face à l'URS Concarneau sur un score de 3-0. De retour aux affaires, après 3 mois d'absence pour faute de blessure, le milieu de terrain béninois a eu 3 aux 20 dernières minutes de cette explication. De leur côté, Angers et Cédric Kontondi ont été freinés en déplacement sur les installations de Pau FC de Cécile d'Almeida. Les Angevins ont été contraints au nul par les Palois après un match riche en buts qui s'est soldé par un score de 4 buts partout. Quant aux deux Guépards, ils étaient tous deux titulaires au coup d'envoi avec leurs clubs respectifs. Si avec les Blancs et Noirs, le défenseur béninois a joué les 90 minutes de jeu, le milieu de terrain béninois, lui, a été remplacé à la 70e minute de jeu avec Pau FC. Rodez et Andrea Sontondi ont été tenus en échec par l'en avant Guingamp. Pas de vainqueur dans le duel qui a opposé Rodez à l'en avant Guingamp qui s'est soldé par un score nul et vierge. Titulaire au coup d'envoi, Andreas a disputé les 82 premières minutes de cette rencontre. Si l'attaquant béninois n'a pas trouvé le chemin des filets, ce week-end, contrairement aux journées précédentes, il comptabilise 4 réalisations cette saison en 13 matchs joués, dont 9 titularisations. Toujours en Europe, mais cette fois-ci en Suisse, la 14e journée de la première division suisse s'est déroulée ce week-end. À cette occasion, le défenseur béninois Mohamed Tidjani et Yverdon ont été contraints au nul à domicile par Lausanne Sport sur un score nul de 2 buts partout. Titulaire au coup d'envoi, le Guépard a joué les 90 minutes de cette rencontre. En deuxième division turque, Bandima Sport de Serbie-Soukou renoue avec la victoire. Le milieu de terrain béninois et ses coéquipiers ont battu par 2-0 le Manissa FK à l'occasion de la 12e journée du championnat. Laissé au banc à l'entame, l'international béninois a disputé les 7 dernières minutes de cette explication. En Roumanie, à l'occasion de la 16e journée de la Superliga, Faroul Constanta et son Guépard ont été contraints au partage de points. C'est sur un score de 1 but partout que Faroul Constanta et le FC Hermannstad se sont séparés au terme du temps réglementaire. Titulaire au coup d'envoi, le latéral gauche béninois a disputé le match dans son intégralité. En Challenger Pro League, synonyme de la 2e division belge, l'international béninois Désiré Segbé Azankpo marque pour sa première titularisation avec le RFC Sering. C'était à l'occasion de la 12e journée de la D2 belge où l'attaquant béninois et ses coéquipiers se sont inclinés sur un score de 1 but contre 2 face au leader Berchot. 6% baptême du feu lors de la précédente journée, le Guépard n'a eu droit qu'à une seule minute de jeu. Il a cette fois-ci disputé l'intégralité de la rencontre. Il est par ailleurs auteur de l'unique but du RFC Sering sur penalty à la 54e minute de jeu. En première division bulgare à présent, avec les deux Guépards qui y jouent. À l'occasion de la 17e journée, le Lokomotiv Sofia et Steve Warren Traoré ont été défaits. Le néo-Guépard et ses coéquipiers se sont inclinés en déplacement face au Lokomotiv Plovdiv, actuel 3e sur un score de 2-1. Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant béninois a disputé les 27 dernières minutes du match.
De leur côté, Olivier Verdon et Ludo Goretz enregistrent une nouvelle victoire face au dernier au classement. Le défenseur béninois et ses coéquipiers n'ont ménagé aucun effort pour dompter par 4-0 le FK Ita Veliko Tarnovo. Titulaire au coup d'envoi, l'international béninois a disputé les 63 premières minutes du match. En première division géorgienne, Samogourali de l'international béninois Charbel Gomez renoue avec la victoire après leur élimination en demi-finale de la Coupe de Géorgie. À l'occasion de la 33e journée de l'Eurovenu Liga, l'international béninois et ses coéquipiers se sont offerts le leader au classement. Ils ont dompté par 3-2 leurs homologues du FC Dynamo Batumi. Laissé au banc au coup d'envoi, le Guépard qui signe son retour en équipe nationale est entré en toute fin de partie. Allez, vous l'avez bien constaté, c'était donc le tout pour le tour. Les performances des internationaux béninois qui évoluent Tanguy hors du pays. Il faut noter que 5 des joueurs locaux vont rejoindre dans ce groupe du Bénin qui affrontera l'Afrique du Sud pour la prochaine rencontre, c'est-à-dire la première comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, rencontre qui aura lieu le 18 novembre, je le précise, à 15h heure locale à Moses Madiba Stadium d'Afrique du Sud, de Djoba. Merci beaucoup à vous, Ali. Vous passez une très bonne journée. C'était donc le tour d'horizon de l'actualité des sports. Voici maintenant l'actualité économique au Bénin. Jacques Debré, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes en ligne depuis Parakou. Vous tenez cette rubrique. On va parler ce matin de la chute des performances du coton. Le top de la campagne de commercialisation du coton graine a été donné ce vendredi dernier à Niki avec une mauvaise nouvelle, faut-il dire, Jacques. On annonce une baisse considérable de la production. C'est une nouvelle contre-performance, faut-il dire, après celle de l'année passée. Oui, Tanguy, effectivement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs dans les champs de coton. Cette campagne 2023-2024, selon les prévisions faites vendredi dernier à Niki par l'ensemble des acteurs de la filière lors de la cérémonie de lancement, seulement 550 000 tonnes de production sont attendues cette année des récoltes. C'est largement moins que la campagne écoulée qui avait déjà enregistré une baisse avec 705 000 tonnes jusqu'en 2021-2022. L'année du record absolu, on était à 766 000 tonnes de production de l'or blanc dans notre pays. Bref, les 550 000 tonnes de production de cette année sont loin des standards affichés ces dernières années par le Bénin, et qui font du pays d'ailleurs le champion, qui ont fait du pays, j'avais dit, le champion d'Afrique de l'or blanc pendant plusieurs années. Tenez, depuis 2016, il est arrivé au pouvoir du président Patrice Talon qui a impulsé une nouvelle dynamique à la filière. Le Bénin n'a fait qu'améliorer ses rendements d'année en année, passant de 451 000 tonnes en 2016-2017 à 766 000 tonnes en 2021-2022. Pour retrouver donc les traces d'une production en dessous de 750 000 tonnes, il faut remonter à la première année de la gouvernance Talon. C'est dit donc que le Bénin a vraiment reculé cette campagne, ce qui témoigne donc du niveau de contre-performance enregistrée cette année. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer ces chutes-là, Jacques? À l'heure du diagnostic, il faut dire que plusieurs causes sont avancées. D'abord, les caprices pluviométriques qui ont véritablement perturbé les semis en début de campagne. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-de-Souris, a aussi évoqué une nouvelle espèce de jacide très agressive, qui est apparue sur le cotonnier et à tous les stades de son développement. Cet insecte a causé d'importants ravages sur le cotonnier dans la plupart des pays qui produisent le coton, même si au Bénin, les dégâts étaient relativement moins considérables, a ajouté le ministre. Quoi qu'il en soit, le ravageur est déjà installé au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon, de concert avec les chercheurs, réfléchissent actuellement pour trouver une solution au problème.
afin que la performance, le rendement soit amélioré des prochaines campagnes. Mais tandis il n'y a pas que ces deux raisons évoquées. Rappelez-vous déjà que les cotonculteurs, en raison des différentes performances, des différentes réformes, je vais dire, menées par l'exécutif dans la commercialisation des produits agricoles, avaient menacé de laisser le coton, de délaisser le coton pour d'autres produits. Eh bien, ils ont visiblement mis en application cette menace. Et d'ailleurs, le président des cotonculteurs nous a confirmé l'information. Gani Badou Damon, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans une interview à nous accorder, a aussi cité le nouvel engrais SSP qui n'est pas du goût des agriculteurs, un engrais qu'ils ne maîtrisent pas trop et qui étaient plutôt habitués à l'engrais NPK lors des campagnes écoulées. Voilà donc autant de raisons qui expliquent cette dégringolade, si on peut l'indiquer ainsi, du Bénin dans la production cotonnière depuis maintenant 2 ans. Merci beaucoup à vous, Jacques. Degbe, maintenant, qu'est-ce qu'il faut imaginer ou peut-être constater comme conséquence après ces chutes-là sur la filière? Oui, le coton est au cœur du commerce et de l'industrie au Bénin, passant de la fille au filet, au tissu, de la graine à l'huile et à l'aliment bétail, sans oublier la révolution de l'industrie textile impulsée par la zone économique et industrielle de Glodibé, le secteur cotonnier. Ce sont des milliers d'emplois, une contribution au PIB, le produit intérieur brut, qui est très considérable. Le secteur cotonnier détient la plus grosse part du tissu industriel du Bénin, avec un parc industriel de 23 usines de grainage et des usines textiles en cours de construction en dehors donc de Glodibé. Et ces chiffres pour vous montrer que la contre-performance enregistrée cette année est tout sauf une bonne nouvelle pour la filière. Le Bénin, sans nul doute, va aussi perdre sa place de premier producteur de coton sur le continent, parce qu'il y a des pays de très grands producteurs qui sont à la fuite, tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire. Bon à savoir au Tanguy, la filière coton représente environ 45% des recettes fiscales, génère plus de 40% des emplois en milieu rural et fait vivre environ 50% de la population béninoise. Vous aurez certainement fait l'observation pendant la campagne, c'est toute l'économie pratiquement qui tourne. Vous avez les bonnes dames qui vendent au marché, vous avez les transporteurs, vous avez les égreneurs, vous avez les cotonculteurs, eux-mêmes le gouvernement donc, qui tire les recettes fiscales et les bénéfices de cette filière-là. Une contre-performance, une baisse de la production n'est pas une bonne nouvelle pour la filière. Ben voilà tout le contour fin de l'état actuel de la filière, des conséquences que cela peut avoir sur l'économie nationale et au niveau de la bonne santé mentale, morale des acteurs directs et indirects, parce que justement, quand on est en difficulté financière, on n'est pas toujours en bonne santé mentale. Mais Jacques Degbe, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter la pente? Il faut dire que j'étais vendredi dernier, Tanguy, à la cérémonie de lancement à Niki, et rarement j'ai vu le ministre de l'Agriculture avec cette mauvaise mine. Gaston Dossoui, qui d'habitude est de nature humoristique, en griffin, a plutôt perdu son sourire habituel le vendredi dernier. Il appelle toute l'interprofession à se remobiliser pour corriger le tir. On va certainement le suivre tout à l'heure. Ces différentes tournées dans les champs au cours de la période de production n'ont visiblement pas porté le fruit. Il va devoir donc repartir à l'assaut de la campagne 2024-2025 pour que cette campagne-là soit une campagne réussie. Et si vous voulez mon avis, je dirais que le gouvernement et l'ensemble des acteurs de la filière, les grands décideurs de la filière, le président des égreneurs, Eustache Cotignan, qui était donc de la partie vendredi dernier aussi, doivent davantage écouter les cotonculteurs, parce que pour avoir échangé avec certains parmi eux, tout porte à croire qu'il y a une certaine colère, un mécontentement contre le gouvernement, je le disais tout à l'heure, avec les réformes dans la commercialisation des produits agricoles et aussi l'insertion de ce nouvel engrais SSP qui, pour eux, ne leur permet pas d'améliorer leur rendement, pas seulement pour le coton, mais aussi pour les autres
spéculation. Donc il va falloir une certaine période s'asseoir et discuter réellement avec les acteurs de la filière. C'est vrai qu'on annonce le retour de la fête des cotonculteurs. Peut-être que ce sera une bonne occasion pour véritablement discuter et pallier les violences. Ça fait quand même quelques pistes de solutions pour davantage booster à la fois la volonté, la productivité et ralentir les effets néfastes des éléments connexes que vous aviez cités dans votre explication tout à l'heure. On devrait suivre Gaston Dossou, oui, le ministre en charge de l'agriculture, mais quelques soucis avec la technique. Certainement qu'on va le repêcher, peut-être pour les éditions de journal télévisé, notamment de la mi-journée. Jacques, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci Tanguy et très bonne journée à Cotonou. Bonne journée à Parakou. Retour donc à Cotonou comme annoncé par Jacques Débé. Voici la pause maintenant. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Aïe, c'est quoi ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici là, ça a donné le coup de chou ou bien? Mon frère, je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, moi je tape. Attends. Attends. Joe, on est tombé fan de La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Cotonou, Paris. Un an déjà avec vous. Corsair vous remercie de votre fidélité. À très bientôt sur nos lignes. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Nous avons 3 sujets ce matin à évoquer, un en national et 2 en international. Le premier qui est national, comme je l'ai annoncé pendant l'introduction de cette émission ce matin, après donc le message de Boni Yayi sur sa page Facebook La Semaine écoulée. Boni Yayi qui lance une alerte à l'endroit de la communauté internationale. On va en débattre tout à l'heure. On va débattre aussi de cette situation de Guillaume Soro qui est en rade, en griffe, à Niamey au Niger. L'homme qui a décidé de mettre fin à son exil n'a pas
pas osé mettre le pied à Abidjan. On cherchera de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis cette information, en tout cas c'est la plus importante hier au plan africain. Kidal, la ville qui représente, je dois dire, la suprématie rebelle sur le Mali, est désormais tombée au nez donc des forces nationales de l'armée malienne. Comment ça s'est passé pour qu'en 2 ans, on puisse réussir ce qui n'a pas pu se faire en 10 ans avec la présence de Serval ou Épervier? C'est plutôt quoi? Quel nom on donné à ces différentes opérations qui se sont succédées? Là-bas, on en parle tout à l'heure. Les acteurs sont là. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Franck, bonjour. On va commencer par le sujet qui nous concerne le plus. Boni Yayi qui passe un message sur sa page Facebook pour alerter la communauté internationale sur ce qui se passe en matière donc de conception de liste électorale. Évidemment, on a constaté, et c'est bien là que surtout le système Moutou, à tous les différents niveaux du système de conception de la liste, pas vraiment de présence de l'opposition, Franck. Oui, j'ai pu lire un message de Boni Yayi qui véritablement veut que la communauté internationale pose ses valises au Bénin pour auditer, pour voir clair dans ce qui se fait en termes de cadre institutionnel. C'est comme ça il a appelé, cadre institutionnel mis en place pour l'organisation des élections à venir. J'ai pu lire également dans le message de Boni Yayi que les élections générales de 2026 constitue un enjeu majeur pour l'opposition. J'ai pu lire également que Boni Yayi est en train de réclamer des concertations nationales pour essayer d'asseoir tous les acteurs autour de la table pour réussir à bien organiser ces élections-là. J'ai lu également dans ce message de Boni Yayi qu'il a quelque peu embauché la trompette des populations pour demander que la balle soit mise à terre pour qu'on en parle. Alors, à mon analyse, je pense que Boni Yayi, parce qu'il a précisé, dit que c'est en tant qu'ancien président qu'il lance cet appel-là à la communauté internationale, mais également président du parti Les Démocrates. Et il a précisé que depuis 2016, aucune élection au Bénin n'a été inclusive, aucune élection n'a été crédible, aucune élection n'a été transparente. Bon, moi, je lui concède ces mots-là. Il sait peut-être de quoi il parle. Mais cette même communauté internationale qui vient souvent superviser les élections, qui vient souvent observer les élections. Nous avons la CEDEAO, l'Union africaine, tous ceux qui viennent pour superviser ces élections observent des irrégularités, mais disent que le résultat final n'est pas de nature... On connaît le message avant la tenue du... On connaît le message. Et bien avant 2016, c'est que nous avons connu peut-être des élections où on a déploré des irrégularités dans le pays. Et le même message est souvent écrit et délivré à la presse. Après cela, la communauté internationale plie bagage et s'en va. Et c'est cette même communauté internationale que Yayi Boni interpelle aujourd'hui, appelle aujourd'hui au secours pour venir auditer là. Oui, mais pour moi, on aura le temps de... Absolument. On appelle au secours que celui qu'on a sous la main, non, Eric? Évidemment, on appelle au secours que celui qu'on a sous la main. Et il faut dire déjà que Boni Yayi parle en tant que citoyen et pas en tant qu'ancien président de la République. Parce qu'il a bien précisé qu'il est citoyen, qu'il parle en tant que citoyen épris de paix. C'est ce qu'il a dit dans son message. Et ce qu'il faut déjà retenir, moi je lui concède sa conception, tout simplement parce que il est libre en tant que président aujourd'hui et chef de file de l'opposition de voir un peu au-devant de la marmite pour voir ce qui va se passer. Parce que comme l'a dit Franck tout à l'heure, on entend souvent les différentes institutions internationales qui viennent à la fin des élections dire que les élections ont été légèrement entachées peut-être d'irrégularité, mais que cela n'entache pas la crédibilité des élections. On connaît le discours habituel, mais ici, on constate que Boni Yayi anticipe sur les faits. Il demande à la communauté internationale de ne pas attendre la fin des élections pour venir dire qu'ici, il y a eu quelques irrégularités, mais peut-être des irrégularités qui n'entament pas la régularité des élections. Donc, il faut déjà qu'au niveau de la communauté internationale, qu'on mette le dispositif institutionnel en place afin qu'aucune partie, parce que là, quand on parle des élections, il y a plusieurs parties qui viennent aux élections, aucune partie ne se sente lésée. Donc, quand on parle de ces différentes parties qui viennent,
aux élections, il précise en disant que le cadre institutionnel qui est en instance actuellement ne regorge, en fait, ne contient aucun membre de l'opposition. C'est ce qu'il a bien précisé dans son message. Et je pense que ça ne manque pas de pertinence. Donc, en le demandant, c'est une manière peut-être d'attirer l'attention du président de la République et de toutes les instances de la République pour que ce cadre soit légèrement revu afin qu'on essaie d'inclure tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour que ces élections soient assez prises en compte effectivement sur la régularité, la transparence et la crédibilité. L'autre aspect aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à une élection assez particulière et assez sensible. Ce sont des élections générales. Et c'est la première du genre en République du Bénin. Et je pense que c'est de droit que Boni Yayi se lève aujourd'hui pour dire, pour ces élections, que a priori, le Bénin n'a jamais eu à organiser, qu'on fasse vraiment attention. Parce que si on ne le fait pas tout de suite, ces élections risquent de porter les germes de la division. Eric? Non, je pense qu'il est difficile de croire que Boni Yayi s'est prononcé juste en tant que citoyen épris de paix. C'est un acteur majeur de la politique béninoise, ancien président et président de partis d'opposition, les démocrates. Dans l'un ou l'autre des cas, moi j'ai lu un ancien président, un président de parti, un citoyen épris de paix, préoccupé justement par les élections de 2026, qui sont des élections générales, un grand défi pour notre pays, ce que nous avons toujours relevé sur ce plateau. Alors, si l'enjeu est de taille, je pense que les acteurs politiques ont intérêt à s'aménager, à pouvoir trouver un cadre institutionnel inclusif, un peu comme le demande l'ancien président. Cela va permettre à tout le monde, cela va mettre tous les acteurs en confiance et le jeu pourra être fait. Nous disons ça parce que quand nous remontons un peu en arrière et que nous avions traversé 2019 avec des mouvements par-ci et par-là, des gens avec tout ce qu'on peut dénombrer comme échauffourée, n'est-ce pas? Et bien d'autres élections, on a davantage de crainte, n'est-ce pas, sur ces élections générales. Et je pense que plutôt que d'aborder les sujets qui peuvent fâcher ou qui peuvent peut-être mettre les uns et les autres dans une certaine émotion, que d'attendre les élections pour vivre des tensions, Le cadre institutionnel, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que chaque acteur se sent vraiment concerné, n'est-ce pas? Je pense que c'est des questions qu'il faut poser et des questions qu'il faut régler pour mettre une fois encore tous les acteurs en confiance pour que nous puissions aller vers des élections générales de façon tranquille et apaisée. Quelle est l'opportunité de ce message? Alors, et c'est là qu'il faut voir l'homme politique. Je pense qu'il a saisi rapidement l'opportunité d'être le premier à tirer sur la sonnette d'alarme, n'est-ce pas, sur cette préoccupation, ce besoin vraiment d'aller vers des élections inclusives, voyez-vous. Peut-être que d'autres le pensent et n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de le dire ou de le faire savoir. Maintenant que lui-même étant acteur politique à la tête d'un parti politique, il a tout intérêt justement de porter ce genre de discours à l'attention des acteurs locaux, mais aussi de la communauté internationale. Mais après, sur ce plan, Franck l'a fait remarquer, quand bien même nous avions connu des élections agitées, ces mêmes instances ont pu produire des rapports montrant que tout s'était bien passé. Loïc, quelle est l'opportunité de ce message? À mon avis, c'est assez important déjà de préciser que ce message est anticipateur. Pourquoi? N'oublions pas que la personne dont nous parlons a été aussi au niveau de ces instances en question. Il a vu, il a géré, il a été médiateur pour des élections ou pour des pays où les élections ont viré au drame. Ce qui veut dire qu'il sait que quand on vient après les élections, on ne jouera que le pompier qui éteint le feu. Alors que ces mêmes institutions, ces mêmes structures internationales peuvent en amont déjà contrôler, circonscrire le cadre, régulariser le cadre, même si la souveraineté de l'État ne peut pas être ternie. Donc, ces institutions, la communauté internationale peut déjà amener
les gouvernants à créer le cadre, il a bien parlé de cadre inclusif, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent à travers le système institutionnel qui est mis en place pour pouvoir organiser les élections. Je prends un exemple très simple. Si nous nous retrouvons à 5 et que normalement on doit aller aux élections à 5 et que 5 personnes doivent peut-être diriger la commission, peut-être qui va charger ou qui doivent coordonner les élections, et que nous ne voyons que 2 personnes, en fait, les représentations de 2 personnes parmi les 5 personnes qui vont aux élections, il est de bon ton que les 3 autres se posent des questions. Est-ce que nos demandes, nos doléances, nos préoccupations, nos prérogatives seront prises en compte? C'est des questions légales, c'est des questions formelles. Maintenant, est-ce que effectivement cela demande qu'on change, qu'on régularise le cadre institutionnel? C'est là, la question reste toujours posée, c'est ça. Mais il a posé, lui, ses arguments. Quelle est l'opportunité? Je pense que autant Boni Yayi est en train d'anticiper sur les incidents ou la gestion d'une crise après une élection mal organisée, une élection non inclusive, autant il est dans la communication politique. Et lorsque vous voyez même au bas de ce message-là, Boni Yayi, ancien président de la République, ancien président de l'UEMOA, ancien président de l'Union africaine, président du parti Les Démocrates. C'est un carnet d'adresse que Boni Yayi a adressé pour montrer tout son poids. Et en bas, il a dit président du parti d'opposition. Il précise souvent parti d'opposition, Les Démocrates. Donc, ce n'est pas anodin ce message que Boni Yayi a posté. C'est pour dire, écoutez, nous les opposants, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais en 2019, c'était beaucoup plus... disons, du vandalisme qui avait été organisé. Vous avez beau être contre une élection qui a été mal organisée ou une élection qui a connu des irrégularités, rien ne vous permet de descendre dans les rues, rien ne vous autorise, aucune loi ne vous permet de descendre dans les rues, de casser des maisons, de vandaliser des édifices publics, de mettre feu à la République. Non. Donc, je pense que la démarche, elle est bonne, mais il faut voir derrière un homme politique bien averti qui est en train déjà de baliser son terrain pour 2020. Après, il va vous sortir ce message-là pour dire « Je l'avais dit, j'avais alerté la communauté internationale. » Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que la communauté internationale peut s'incrustrer déjà dans l'organisation à cette étape des choses? Moi, je veux bien savoir et je vais vraiment fouiller pour savoir si on peut demander à la communauté internationale de venir les deux pieds joints pour dire, écoutez, étalez-moi tout ce que vous avez comme cadre institutionnel pour voir dedans. Parce que, en tant qu'ancien président de la République, quand il était en exercice, est-ce que ce même message pouvait être gobé? C'est un point d'interrogation. Est-ce que ce même message provenant d'un opposant pendant qu'il était aux affaires, est-ce que Boni Yayi allait véritablement prendre cela et dire toutes ces lignes-là, mettez-moi ça en œuvre? C'est également une interrogation. Donc, Boni Yayi est dans une démarche hautement politique, mais ce qu'il a dit à l'intérieur de son message, ça ne manque pas de pertinence parce qu'un citoyen qui se préoccupe de la bonne organisation d'une élection, c'est une chose à saluer. Mais voilà. Les destinataires du message, il a surtout parlé de la communauté internationale. Ça, c'est les destinataires directs. Hein. Ouais, mais on sait que ce n'est pas à eux seuls, ils s'adressent, Ulrich. Oui, c'est clair que ce n'est pas seulement la communauté internationale qui s'adresse. C'est vrai que le destinataire principal du message, c'est la communauté internationale, mais indirectement, c'est au peuple béninois qu'il parle, justement. Il faut qu'on le sache, parce qu'il a bien précisé quelque part, chers compatriotes, j'ai contacté. En fait, en réalité, c'est une manière de dire... Mes chers compatriotes, voilà le message que j'ai envoyé. Soyez aussi au courant du message que j'ai envoyé. Et le fait d'envoyer deux messages à travers le même message à travers deux différents canaux, c'est assez précis. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et déjà au niveau de la communauté internationale, Franck disait tout à l'heure qu'il ne sait pas si effectivement la communauté internationale, à l'étape où nous en sommes, peut demander au gouvernement d'étaler tout ce qu'il a eu à faire. Oui, c'est vrai que ce n'est pas directement possible
possible, mais n'oublions pas que chaque fois, la CEDEAO, que ce soit la CEDEAO, l'Union européenne ou toute la communauté internationale, ils viennent, quand ces institutions internationales descendent dans un pays qui prépare les élections, on cherche à rencontrer les instances chargées d'organiser les élections et on essaie de comprendre quels sont les cadres, quel est le cadre légal, institutionnel mis en place pour garantir la transparence, la crédibilité, la sécurité des élections. Donc je pense que déjà à travers cela, en tirant la sonnette d'alarme, c'est une manière pour Boni Yayi de demander déjà à la communauté internationale de commencer par faire attention au cadre institutionnel qui est mis en place. S'il y a lieu de le revoir, la communauté internationale peut peut-être interpeller les dirigeants béninois pour leur dire attention, tel que ça se passe, ça ne vous arrangera pas parce que vous êtes en train de préparer une élection de taille. L'autre aspect, l'autre canal par lequel il a envoyé le message, chers compatriotes en question, c'est aussi une manière de demander à tous les Béninois de savoir que là où il en est actuellement, c'est vrai, il a bien parlé à la fin de son carnet d'adresse, il a bien précisé chef de file de l'opposition, président du parti de l'opposition. C'est une manière de dire, parce que pendant longtemps sur ce plateau, nous avons dit qu'on ne sent pas l'opposition. On attend seulement les élections, on attend la veille des élections pour commencer par dire, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, ceci manque, ceci ne manque pas. Mais aujourd'hui, quand nous avons un président du parti de l'opposition qui déjà en amont attire l'attention du public, de la population sur ce qui peut créer à la longue, je dis bien ce qui peut créer à la longue des germes de division, je pense que c'est déjà un atout. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est une manière aussi de réveiller aussi la population béninoise. Et quand on a deux camps comme ça qui s'éveillent, je pense que ce qui était là tapis dans l'ombre et que tout le monde ne voyait pas, ça finit par sortir et on prend des dispositions très vite pour pouvoir régler. Parce que le plus important, c'est que les élections soient toujours une fête au Bénin. Alors, pour moi, il n'y a qu'un seul destinataire qu'on n'a pas nommé dans ce message. C'est Patrice Talon. Tout ce qu'on a cité dans ce message, moi je pense que, comme l'a dit Franck, c'est de la communication politique. On a cité des institutions pour meubler un discours, mais on sait vraiment à qui on s'adresse. Dans les pays comme le Nord, nous savons que tout est question de volonté politique. Et donc, je pense que il a choisi ces mots, mais il y a un destinateur indirect qui, pour moi... Quelle serait la réceptivité de ce message? Bon, on peut se permettre d'accorder d'intérêt à son contenu. On peut justement lire ce message et s'interroger également sur ce dispositif. Qui fait attention à ce test? Les populations, la communauté internationale, tous les acteurs, les militants du parti démocrate et engagés dans les élections générales de 2026. Tout le monde a intérêt que tout se passe bien. Voyez-vous, tout le monde a intérêt, et même les présidents d'institutions, tout le monde a intérêt que tout se passe bien. Donc je pense que on peut peut-être le lire, mais après on peut se poser des questions. Mais comment, dans quelles conditions nous voulons aller aux élections générales de 2026? Qu'est-ce qui se fait et comment on le fait et avec qui on le fait? Donc je pense que les acteurs politiques ont vraiment intérêt à peut-être repenser la question autrement. C'est pas parce que c'est la tête de Boni Yayi qu'il faut balayer du revers de la main ces observations. On peut les prendre en considération, essayer de les analyser sur différents aspects et voir si nous sommes vraiment parés à toute éventualité pour 2026. Et parlant des opportunités, vous savez, effectivement, cela s'inscrit dans un agenda politique. Dès lors que l'intéressé devient président de parti politique, je pense que là, il va utiliser tout ce qui est comme sujet qu'on peut utiliser, ne serait-ce que pour montrer l'insuffisance d'un système que pilote Patrice Talon, ne serait-ce que pour montrer des faillites pas ici, des faillites pas là, et c'est de bonne guerre. Il est la tête d'un parti d'opposition, et il insiste là-dessus, opposition. Enfin, on n'est pas là pour applaudir, pour apprécier outre mesure dans ce champ politique les actions de la mouvance. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre. Alors, oui, Franck, on va finir. Moi, je voudrais dire, aucun président au monde, fût-il élu à l'issue d'une élection entachée d'irrégularité, ne peut accepter que vous veniez un matin cracher sur un processus qu'il est en train d'organiser, qu'il a mis en branle pour organiser une élection, encore que Talon est à la fin de son mandat. Et donc, ces élections-là constituent également pour lui un enjeu majeur, parce qu'il ne sera pas content qu'on dise qu'il a organisé des élections en partant des élections bâclées, des élections, pas réussies. Il ne sera pas du tout content. Donc lui-même, il doit avoir à l'esprit
que ces élections-là, il doit pouvoir les réussir. Deuxième chose, alors, Boni Yayi, lorsqu'il voyait à la fin de son test, c'est pourquoi je dis il faut faire très attention, il faut lire entre les lignes. Il a dit que le vivre ensemble passe également par la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques et d'opinion. Vous voyez, il a parlé des élections, ensuite il parle de la libération des détenus et de ceux qu'on appelle les exilés. Jusqu'à présent, ce vocable ne fait pas l'unanimité chez nous au Bénin. Vous allez dans le camp du régime en place, on vous dira, non, ils ont maille à partie avec la justice et non renvoyés pour quelques crimes politiques que ce soit. Ils ont des problèmes avec la justice, ils sont partis de leur gré et donc nous, on n'a rien à foutre. Le président de la République va vous dire, je ne veux pas me mixer dans le pouvoir judiciaire parce que ce n'est pas ma prérogative. Boni Yayi sait que la solution à ces problèmes, ce sont des solutions politiques. Et pour avoir des solutions politiques, ces députés qui sont à l'Assemblée, qui sont les démocrates, ils pratiquent parfois la politique de la chaise vide. Et il sait que ça doit passer par des négociations. Pourquoi il a jugé bon publier le message qu'il a envoyé à la communauté internationale sur sa page Facebook et cela fait le tour des réseaux sociaux. Donc Boni Yayi poursuit un objectif, suivez bien sa démarche et ça, c'est pas fini. Et il n'a pas été le premier à alerter, remettre à l'issue des élections. Son objectif, c'est quoi? Oui, son objectif, c'est de tirer le drap du côté de l'opposition. Avant lui, on était à plusieurs fois est intervenu pour dire, écoutez, nous devons revoir les choses. Et en janvier 2023, Talon avait promis que les élections seront inclusives. Aujourd'hui, nous avons l'opposition qui est au Parlement. Donc, je pense que c'est vrai, nous sommes dans une position d'opposition aujourd'hui. Nous sommes ne parlons pas le même langage que le régime en place, mais je pense qu'il faut revoir un tout petit peu la stratégie. Allez, j'ai un message d'un téléspectateur assez fidèle à cette émission, professeur Antonio, qui dit en relisant l'histoire des élections, quelle qu'elle soit, il n'y a pas eu de présence de la communauté internationale pour la supervision. Alors, à partir de quand et qu'est-ce qui a motivé l'intervention de la communauté internationale pour superviser les élections? Maintenant, le bilan de cette supervision, est-ce que le bilan est reluisant? Donc, il y a de quoi réfléchir et réformer cette supervision de la communauté internationale. Et c'est ce sur quoi Boni Yayi est en train d'attirer l'attention. Il y a aussi les déboires que l'opposition a vécu, donc il faut faire de la prévention. Allez, on va passer à un autre sujet. Nous savons, ça n'a rien à voir avec le contexte béninois. Moi, je parle d'un cadre général en termes d'observation des élections. À chaque fois qu'il y a élection, nous voyons la CEDEAO, l'Union africaine, et puis même dans des pays, ils sont au Libéria. Même dans des pays où nous avions vu des élections contestées, mais ces institutions se sont alignées. Enfin, avec un communiqué, un rapport plat, et puis qui appelle les acteurs à trouver une solution. Et puis, le peuple se retrouve à la tête avec un... Et le rapport est presque identique. C'est pratiquement le même message chaque fois. Je pense qu'effectivement, il faut rester dans la prévention, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, de lire à travers ce message-là. Guillaume Soro qui est en rade, il a promis retourner son exil. Comment? Il a posé sa valise. Ah, oui, je crois que le meilleur endroit, le meilleur quai pour poser sa valise, c'est Abidjan. Mais si sa valise est au Niger, c'est qu'il est en rade encore. Il peut aller là où il veut. Oui, il est libre d'aller là où il veut. Allez, ça me rappelle un peu quand il était président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il avait fait un tour à Cotonou et à l'endroit des exilés à l'époque, qui étaient hors d'Abidjan et qui suppliaient par tous les moyens pour rentrer sur Abidjan. Il disait, ils n'ont qu'à venir, sinon aucun problème. Pourquoi est-ce qu'ils sont dehors? Ils n'ont qu'à rentrer pour qu'on discute. Oui, c'est l'exhortation que j'ai envie de lui faire, si le reproche rien, qu'il rentre pour se défendre face à la justice. Alors pourquoi le Niger et pourquoi pas ailleurs, Franck? Alors pourquoi le Niger? Il dit que même les régimes prétendument démocratiquement élus n'ont pu dire un mot sur sa situation et que lui trouve aujourd'hui que les meilleurs interlocuteurs pour le recevoir, c'est le Niger. Parce que, tout simplement, si par exemple Bazoum était en place, aucun président n'accepterait peut-être n'accepterait le recevoir, n'accepterait le recevoir sur sa terre. C'est quoi, c'est un paria? Non, pas du tout. Vous savez que les présidents, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est une logique que lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un chez vous que vous rejetez, quand l'autre l'accueille, c'est un peu comme si
il y a de la traîtrise. Oui, il y a un peu de la traîtrise, un peu de la trahison. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a retrouvé en la junte militaire, disons, un terrain fertile, un sauveur, et il sait que son discours là-bas ne pourra pas. Eux, à la rigueur, ils sont un peu neutres, et donc leur relation avec les présidents de la sous-région, on les connaît, et c'est également une façon pour le Niger de talonner un peu le président Ouattara, qui sur la question de la junte militaire du coup d'État a été très dur, a été un peu acerbe, et qui fait partie des chefs d'État qui ont voulu qu'on puisse déloger la junte. Donc, je pense que Guillaume Soro était à la recherche d'une terre où poser ses valises. Parce que quand vous voyez Guillaume Soro, ce n'est pas celui dont nous voyons l'image il y a encore quelques années. C'est un Guillaume Soro qui est en train d'aborder la vieillesse précoce. Je l'ai vu, il est un peu affaibli, les cheveux qui blanchissent déjà. Donc les îles, c'est pas fameux en fin de compte. Donc je pense qu'il est revenu et il a frappé à la porte du Niger. On lui a ouvert les portes et il est là-bas. C'est son discours juste que moi je n'ai pas apprécié. Ouais. Effectivement, j'ai vu un Guillaume Soro vraiment fatigué. Il faut avouer, il faut utiliser le mot juste, très fatigué. Et on sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et se retrouver au Niger, moi, je fais plutôt une lecture assez bizarre et je me dis, est-ce que ce n'est pas plutôt l'axe anti-France qui est en train de se renforcer à ce niveau-là? On se pose beaucoup de questions parce que là, tout de suite, il avait la possibilité, il y a 4 pays qui étaient pressentis, mais finalement c'est au Niger, il est beaucoup plus descendu. Et il a d'ailleurs été reçu par Tiani. C'est une manière de montrer qu'au-delà de tout, celui-là que la Côte d'Ivoire, ou du moins le gouvernement ivoirien, considère comme un exilé, ou qui ne peut pas revenir au pays pour l'instant, peut être reçu par d'autres pays qui sont juste à côté. Et d'autres pays qui sont juste à côté, alors on sait le rôle que la Côte d'Ivoire joue, et plus précisément le président Ado joue actuellement au niveau de la France-Afrique, on se pose des questions. Moi je me dis, est-ce que ce n'est pas l'axe France-Afrique qui est en train de se renforcer l'axe anti-France-Afrique qui est en train de se renforcer à ce niveau? Et l'autre aspect aussi, on se pose la question de savoir, c'est bon déjà de le recevoir, mais c'est la suite qui m'inquiète moi. Parce que la situation aujourd'hui dans la sous-région, avec tout ce que vous savez, les chamboulements des démocratiques, est-ce que cette réception, cet accueil, cette arrivée au Niger ne donne pas des senteurs assez nauséabondes qui vont peut-être rejaillir sur la Côte d'Ivoire? Je ne veux présager de rien, mais il faut qu'on fasse un peu attention. Eric, quelle relation sur l'axe, je ne sais pas s'il y en a, sur l'axe Niamey-Abidjan? Non, nous savons que... l'axe Niamey-Abidjan est rompu il y a longtemps. Justement. Oui, mais peut-être que l'arrivée de Guillaume Soro, qui connaît très bien Ouattara, avec qui il a fait les 400 coups, non, ça va pas arranger les choses. Pourra remettre l'axe en marche. Ça ne va pas arranger les choses. Le Niger, d'abord, parce que c'est ce qui a le mieux. Ouattara a pris vraiment le soin de verrouiller toutes les entrées à l'international. D'abord, en France, soit on l'arrête, soit en Turquie, en Suisse. Après la Belgique, ça lui a été la galère. Après la Belgique, après Dubaï, en Asie, quelques pays asiatiques, la Turquie aussi, où il a failli se faire également enlever. Et donc, à chaque fois qu'il se retrouve dans un pays et que Ouattara estime que j'ai des entrées dans ce pays, on met la pression dessus et puis il est obligé de plier bagage. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, avec le Niger, entre Niger et Côte d'Ivoire, comme l'ont relevé Franck et puis Ulrich, la relation n'existe pas. Nous savons les propos belliqueux de Ouattara par rapport à la junte militaire. Et donc, dans ces genres de conditions, si le Niger reçoit l'ennemi de Ouattara, quelque part, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, quand j'ai lu un politologue burkinabé sur le sujet, ça peut être à la fois source d'instabilité davantage pour la sous-région, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Et là, c'est peut-être une erreur de Ouattara. Je pense qu'il a poussé le bouchon trop loin. Oui, le monsieur est déjà en exil. Autant peut-être le laisser loin de la Côte d'Ivoire que de la voir aujourd'hui. Non, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui conseillerait de laisser je finis rapidement. En autant de liberté. Oui, parce que c'est le genre de personne qu'il faut avoir
plutôt à distance, n'est-ce pas, que proche. Nous connaissons le parcours de guerre de Guillaume Soro. Ne l'oublions pas, il a forgé toute sa vie, toute sa carrière dans la guerre. Voyez-vous, il n'y a que ça. Maintenant qu'il se retrouve dans un pays qui est déjà en position de guerre, dans un contexte que nous savons tous dans la sous-région, à votre avis, quel genre de conseil, d'orientation Guillaume Soro, quel genre d'information Guillaume Soro peut donner à la junte militaire? Et c'est là qu'il faut voir le choix du Niger qui n'est pas un choix anodin. Il sait, il a étudié véritablement le terrain. Il aurait pu aller au Burkina, non? Il aurait pu aller au Mali aussi. D'ailleurs, le Mali qui a vraiment eu des moments assez très tendus avec la Côte d'Ivoire, au-delà même de... Qui dit Mali, 49 soldats. Est-ce que qui dit Mali ne dit pas un peu le Niger? Est-ce que qui dit le Burkina ne dit pas un peu le Niger? Dans les jours à venir... Quel est l'avenir de Guillaume Soro selon vous? Vous allez voir Guillaume Soro rendre visite à Ibrahim Traoré, puis à Assimi Goïta, ça va se faire. Et il dira quelle est la mission pour la junte militaire. Non, je suis d'accord avec Eric, mais n'oublions pas que la junte a un temps à passer là. La junte a un temps à passer là. C'est vrai qu'il peut donner tous les conseils en termes de guerre, en termes de stratégie pour atteindre les pays qui ne sont pas trop d'accord avec le Niger, ainsi de suite. Mais ça, c'est juste pour un temps. Et si il ne gère pas bien ce temps avec la junte, c'est que lorsque la junte va quitter le pouvoir, Guillaume Soro devra reprendre ses bagages. Seulement qu'entre-temps, Ouattara ne sera pas éternel aussi au pouvoir. Bien sûr. Que le temps aussi aura éprouvé aussi le pouvoir de Ouattara. Et que ce bout de temps-là, si jamais les choses s'arrangeaient entre le Niger et la Côte d'Ivoire, parce que tout est possible, il s'agit de politique. Les politiques peuvent se retrouver pour... Ouattara peut miser gros pour dire, écoutez... dégager ce monsieur-là de là. Qu'est-ce que Ouattara peut mettre dans la balance aujourd'hui pour convaincre le Niger de lui le même si revoit ne serait-ce que son discours vis-à-vis de la junte, ça va être déjà un pas en avant. Nous savons comment les politiciens savent maquiller les situations. Peut-être qu'avec même ce changement et ce rapprochement de Guillaume Soro avec le Niger, Ouattara peut transformer ça en une opportunité politique. Nous avons un ennemi qui est à côté. Donc, je dois davantage conserver le pouvoir pour faire face à cet ennemi. Qui sait ce qu'il est capable de faire? Il peut nous déclarer une guerre en complicité avec le Niger, machin. On révise la constitution, le monsieur revient encore, il devient président. Rien que pour ça, on peut trouver un prétexte. Parce que quand ça se passe comme ça... C'est intéressant, ça va avec un 4e mandat. Imagine quoi. Allez, on va parler du Mali, l'autre alter ego en griffe du Niger. En 2 ans, Kidal, occupé depuis plus de 10 ans avec les opérations, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à me souvenir des différents noms des différentes opérations. Il y a plusieurs opérations. Oui, il y a Serval, l'épervier, Kangourou, je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas eu Kangourou. Il n'y a pas eu Kangourou. Opération Kangourou. Alors, quelle appréciation faites-vous, Elonique? Oui. Oui, déjà, moi, je dis bravo aux forces militaires, légales, bien sûr, forces militaires légales du Mali, parce que à un moment donné, Kidal la ville de Kidal était brandie un peu comme le trophée de guerre des terroristes. C'est un peu comme si, oui, voilà, nous avons pris le cœur du Mali. Et ce qui m'étonne, après 10 ans d'opérations faites par les forces dites étrangères qui sont venues rester là pendant longtemps, le Mali n'a eu que 2 ans pour récupérer cette portion de terre qui, à un moment donné, était devenue très stratégique, non seulement pour le pays, mais pour la population elle-même. Parce que nous avons eu des Béninois qui sont restés à ce poste-là, qui sont allés se positionner là. Nous avons eu des retours. C'était une zone assez dangereuse. Et très peu de soldats acceptaient de prendre ce poste-là parce que c'était le premier avant-poste qui servait carrément de garde-fou contre les terroristes. Aujourd'hui, l'armée malienne prend ce poste-là et estime que pendant 10 ans, ce qu'on n'a pas pu faire, on l'a fait en 2 ans. C'est une manière de dire déjà que, et cela prouve que, quelque part, l'armée française qui était dans cette zone-là n'a vraiment pas donné le meilleur d'elle-même. Moi, c'est mon analyse personnelle. C'est ce que ça prouve premièrement. La deuxième chose, il n'y a pas eu de sincérité dans la coordination des opérations militaires. Parce que s'il y avait vraiment eu de sincérité, l'armée française plus l'armée malienne aurait pu quand même déjouer beaucoup de coups et aller plus... La nébuleuse G5 Sahel.
qu'on nous a présenté comme épouvantail, qu'on nous a présenté comme solution. C'est pour ça que je parle de défaut de sincérité dans les opérations. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu des défauts, s'il y avait eu vraiment une coordination réelle, avec sincérité, je parle bien de sincérité et je pèse ce mot parce que ça joue dans la balance des relations. S'il y avait vraiment mis de sincérité, je pense qu'on aurait déjà eu. Et vous n'occultons pas cette histoire-là de cet homme aujourd'hui qui a pris le pouvoir, qui entre-temps même parlé d'un matraquage des terroristes à un moment donné, et il leur fallait juste une permission, un OK pour pouvoir finir avec les terroristes qui étaient retranchés jusqu'à l'heure des derniers bastillons, mais ils n'ont pas eu ce OK des forces militaires françaises qui étaient implantées dans la zone, et à défaut de cela, les terroristes ont pu s'évader. Donc c'est une manière de dire que cette sincérité a manqué pendant 10 ans. Aujourd'hui, les Maliens se sont retrouvés seuls face à leur destin. Ils savent qu'ils n'ont aucun soutien. Et étant donné qu'ils savent qu'ils n'ont pas de soutien, ils sont obligés d'aller sincèrement et droit au but. Je pense que est-ce qu'on nous laisse alors à nos galères pour qu'on se débrouille? C'est pas mieux ça, Eric? C'est ce que nous avions toujours demandé. Et c'est ce qui nous amène parfois à croire que ces forces étrangères qui pilulent nos territoires sont parfois là pour d'autres raisons, et que la raison sécuritaire qu'on évoque n'est qu'un prétexte pour d'autres activités, voyez-vous. Alors pour moi, il n'y a qu'une grande leçon, qui est que les forces armées maliennes ont réussi là où les grandes opérations Serval, MINUSMA, G5 Sahel ont échoué, et mieux en si peu de temps. Et là, nous pouvons trouver une satisfaction d'abord personnelle de Assimi Goïta. Parce que, rappelons-le, en mai 2013, l'armée française, qui avait déjà pris position à Kidal, interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et au milieu de cette unité militaire, il y avait un certain Assimi Goïta. Et qui, toutes les fois qu'il prend la parole et qu'il évoque souvent ce passé, il revient toujours sur cet aspect qui pour lui était une humiliation, une grande frustration d'être membre d'une armée républicaine et de ne pas pouvoir avoir la possibilité d'aller au combat sur les 4 coins de leur territoire, ce qui était incompréhensible. Donc je pense que aujourd'hui, à travers les informations que nous avons, c'est que Kidal revient aux mains de l'armée malienne, ce qui est bien à la fois pour l'armée mais aussi pour la population, et surtout de pouvoir vraiment contrôler leur territoire et de continuer l'offensive, voyez-vous. Est-ce qu'il faut s'en réjouir vraiment? Parce que si Kidal est tombé, Kidal où il y avait des rebelles, et qu'il n'y a plus de rebelles, ils sont passés par où? Ils sont allés vers où? Il faut s'inquiéter, nous qui sommes tranquilles. Franck, il ne faut pas se réjouir avec les Maliens, il faut vraiment rester les yeux ouverts. Peut-être qu'au fond, il n'y en avait pas. Oui, c'est possible aussi. Je pense qu'en évoquant le cas malien, il faut être un peu prudent. Tout à l'heure, Ulrich a dit que les Maliens eux-mêmes peuvent quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que le Mali a changé de paradigme. Le Mali joue avec la Russie qui a doté l'armée malienne de beaucoup de matériel, des drones, des avions chasseurs, du matériel lourd. Et c'est ça qui permet aux FAMAR aujourd'hui de pénétrer ces bastions-là des États séparatistes Touareg et qui étaient occupés depuis 11 ans. C'est plus que 10 ans, ça fait 11 ans que ce consortium de groupes armés, de crimes organisés, de violences nourries a pris possession de Kidal. Alors, lorsque vous voyez un peu ce qui s'est passé, c'est que c'est une opération qui a été minutieusement préparée. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont essayé de repousser les djihadistes qui sont installés au niveau de Kidal et qui faisaient vivre la galère aux populations. C'est aller par étapes. Aujourd'hui, ils sont vraiment allés par force et ils ont essayé de prendre position. Alors, la question que posait Tanguy, je pense que c'est là que réside toute la complexité. Où sont passés ces rebelles-là et ces djihadistes-là qu'on a repoussés? Est-ce qu'ils vont essayer de remonter la sous-région pour s'installer ailleurs? Est-ce qu'ils ont été tués? On ne nous a pas dit qu'ils ont été tous neutralisés. C'est-à-dire que c'est des gens qu'ils ont repoussés. Et même lorsque vous suivez les informations aujourd'hui, les populations sont toutes contentes. Elles disent, attention, ça fait 11 ans qu'ils sont là. Ça veut dire que c'est des gens qui détiennent les clés de Kidal et qui savent quelle position prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que avec la détermination de Assimi Goïta et la détermination des forces armées maliennes,
je pense qu'il faut repenser d'autres stratégies. Et comme leur allié principal aujourd'hui, c'est la Russie, et qui dit Russie, parle de techniques d'attaque, parle également de matériel, il faudrait qu'on renforce davantage et qu'on pose les bases de l'armée malienne à Kidal qui puisse permettre quand même de contrôler sur le long terme. Sinon, mais les rebelles, il faut les repérer pour savoir où est-ce vers où ils se dirigent. Est-ce que c'est dans d'autres pays de la sous-région? Parce que Mali a des frontières avec d'autres pays. Comment est-ce qu'on va gérer tout cela? Et il faut une solution également concertée entre le Mali et tous les pays qui sont limitrophes au Mali. Oui, rapidement, Iloric, on va finir. Oui, il faut préciser que déjà, quand on parle du Mali, c'est vrai que Franck a bien fait de parler tout à l'heure de la Russie, mais on n'a pas vu la Russie venir s'installer au Mali. Non, la Russie n'est pas venue s'installer au Mali. La Russie n'a pas non plus créé l'opération. Et l'autre aspect, n'a non plus créé d'opération. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut aussi tenir compte de quelque chose de très important. Le Mali, Assimi Goïta, quand il prenait le Mali, a rompu certains accords d'indépendance. Et parmi ces accords d'indépendance, c'est que l'armement, l'équipement militaire devrait toujours passer par la France. Cet accord a été rompu. Ce qui a permis aujourd'hui au Mali de pouvoir s'approvisionner en armement où il veut, comme il veut, quand il veut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Mali s'est bien équipé et parce qu'il sait qu'il ne peut compter aujourd'hui que sur ses propres forces. Donc je me dis, c'est déjà un avantage pour le Mali de pouvoir mieux s'équiper pour faire face. L'autre chose, n'oublions pas les frappes chirurgicales qu'il y a eu ces derniers jours, parce que c'est vrai que vous avez bien dit que c'est par étapes. Il y a des frappes chirurgicales. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous constatez que les terroristes, la peur a changé de camp. La peur n'est plus du côté des populations civiles, mais plutôt du camp des terroristes. Parce que de plus en plus, les drones sont levés et il y a des frappes. Et on arrive quand même à les cibler. Il y a des renseignements qui viennent de plus en plus. Et l'armée, que ce soit la concertation, il y a eu d'ailleurs une concertation entre le Burkina, le Mali et le Niger pour pouvoir concerter cette zone-là et mieux contrôler les rebelles. Qu'est-ce qui se passait autrefois? Quand ils sont chassés au Mali, ils fuient, ils rentrent dans le pays limitrophe, dans le pays d'à côté, et ils se cachent d'abord en attendant que tout se calme, et ils reviennent en force. Ils sont beaucoup plus armés, ils savent comment attaquer. Et aujourd'hui, on sait que qu'ils aillent au Mali, qu'ils aillent au Burkina, qu'ils aillent au Niger, ils reçoivent des frappes. Donc, ils ne peuvent que chercher encore maintenant d'autres pays qui peut-être leur sont plus ou moins acceptables, ou du moins sont beaucoup plus apaisants. Un autre aspect encore qu'il ne faut pas perdre de vue, les populations de Kidal ont été assez exécutées, assez soumises, ont subi des exactions de ces hommes et femmes. Je pense que l'armée malienne, qui est aussi authentiquement malienne, doit pouvoir maintenant travailler de concert avec ces populations-là pour que le retour de ces forces-là, parce qu'on ne peut pas dire que ces terroristes ne vont pas répliquer. On sait comment ils réagissent souvent. Ils vont tenter de répliquer, ils vont tenter de reprendre Kidal, parce que c'est carrément une baffe qu'ils viennent de recevoir. Donc, ils vont vouloir revenir. Il va falloir que l'armée malienne compose sérieusement et sincèrement avec les populations à la base, parce que les terroristes, c'est qui d'abord? C'est les populations. C'est des gens qui ont leur rôle dans la population, des gens qui sont affamés, qui ont faim, qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien. Donc, il va falloir que l'armée compose dans le social au niveau de ces zones-là pour pouvoir bien circonscrire la zone. Je pense que ça serait un atout vraiment pour l'armée malienne. Merci beaucoup les gars pour les discussions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir demain pour le dernier numéro de l'aventure hebdomadaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre émission Actu Matin. Désolé, vous n'aurez pas droit à votre revue de presse quotidienne. Partie remise certainement. Demain, ce sera le bon jour, je l'espère. Passez une très bonne journée.